Vous regardez l'émission Période d'essai qui donne la parole à celles et ceux qui écrivent le monde du travail. J'ai le plaisir de recevoir Rebecca Dicasson. Rebecca, bonjour. Bonjour Jem. Vous avez co-dirigé un ouvrage qui s'appelle Littérature, Management et Travail en 2 tomes avec Fabien de Goyser et Alain-Max Guénette. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur cet ouvrage ? Bonne question. Alors, en fait, Littérature, Management et Travail, c'est le 3e volume. Avant ça, il y a eu Littérature et Management qui avait été coordonné par Fabien et Alain-Max. Et moi, j'ai rejoint l'aventure justement pour ce 3e volume. Et ce qui nous est apparu, c'est que la littérature ouvre d'autres fenêtres d'exploration du travail que, je dirais, les discours managériaux assez classiques. Avec la littérature, on a la possibilité d'explorer en finesse des situations qui peuvent être complexes, qui peuvent être difficiles à appréhender sans recul. Et ce qui nous est apparu, c'est qu'à la fois la littérature pouvait permettre de voir les dilemmes, les éléments émotionnels, affectifs, les éléments subtils qui se jouent dans le travail, et en plus pouvait permettre peut-être d'être un espace d'exploration des impensés du travail, où des éléments qui, à défaut d'être impensés, sont moins visibilisés, moins analysés par les acteurs au quotidien, aussi par une question de voilà, on est dans l'action et on n'a pas forcément cette possibilité de décentrage que nous offre la littérature. La littérature, c'est aussi la possibilité de décrire, enfin d'observer finement le réel, de le décrire avec profondeur, avec épaisseur, avec densité. Et c'est ça qui permet parfois aussi de comprendre des choses qui, peut-être, passeraient moins clairement autrement. Alors, je me permets la lecture d'un extrait de l'ouvrage. Donc, le monde du travail et l'expérience managériale se prêtent aux narrations plurielles, à la mise en récit, mais il s'avère que les dynamiques impulsées dans la création littéraire peuvent aussi être au service de la création et de la recréation du cadre organisationnel. Vous nous avez un petit peu parlé du point de vue de la littérature. Essayons d'y répondre avec la fiction. Comment est-ce que la fiction peut concrètement aujourd'hui aider les organisations soit à se transformer, soit à se réinventer pour rester le plus fidèle possible à l'expression que vous utilisez? Oui, alors je pense que la réponse elle est à différents niveaux. La première des choses, c'est que la littérature nous permet un décentrage, ou la fiction nous permet un décentrage, et nous permet d'explorer finalement des sujets qui sont là, qui sont présents dans les organisations, mais peut-être d'une façon, entre guillemets, sécure. C'est-à-dire qu'on peut parler peut-être de violence organisationnelle ou de leadership défaillant par le prisme de la fiction, plutôt que de décrire réellement une situation concrète dans l'organisation en question. Donc ça, c'est un élément qui apparaît avec la fiction. L'autre élément, c'est aussi que la fiction, c'est déployer l'imagination, déployer les imaginaires, et peut-être aussi développer des réponses créatives à des problèmes ou des problématiques de gestion, de management, de travail qui se posent dans les organisations. Un élément qui est mentionné par mon collègue Fabien de Goyser dans l'ouverture au tome 1, c'est la littérature comme intensification de la réalité, intensification du réel. C'est en fait le fait que beaucoup de choses deviennent lissées, deviennent... je ne vais pas dire sans nuance, mais en tout cas, il y a une forme de simplification de la réalité, de simplification de la description des faits. Et la fiction peut nous amener à ce décentrage, ce pas de côté, pour apporter justement une autre manière de voir les choses et à défaut de transformer directement le cadre, peut-être d'y contribuer indirectement. Alors, Amélie Seignour, qui est une des contributrices dans l'ouvrage, elle convoque Michel Houellebecq et Nicolas Mathieu pour interroger ce qu'elle appelle le travail insensé des cols blancs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors absolument, je reprends juste l'extrait. Donc, insensé, c'est vraiment qui n'a pas de sens. Donc ça, c'est le point clé de son analyse. Ce qui ressort chez elle, c'est cette réflexion sur les facteurs
intrinsèque de ce qui fait sens au travail ou de ce qui ne fait pas sens au travail. Et parmi les éléments qu'elle pointe, il y a notamment le fait que finalement, on a tendance à peut-être faire un travail important, peut-être faire un travail intellectuellement stimulant, mais qui n'a pas forcément de sens, en tout cas pas autant de sens que ce qu'on voudrait. Et c'est dans cette absence de sens que se trouvent des moments de fragilité, des moments de souffrance. Donc c'est vraiment cet aspect-là qu'elle mettait en avant. Donc j'essayais juste de reprendre l'extrait. Donc il y a cette idée de comédie humaine du monde du travail contemporain, parce qu'en fait on a deux romanciers qui sont mis en regard, hein, pas les mêmes époques, mais c'est vraiment cette idée-là, c'est la question du sens au travail et comment le management contemporain peut finalement redonner du sens à ce travail qui est devenu insensé. Alors, vous l'avez dit, on est face à deux auteurs, donc Michel Houellebecq et Nicolas Mathieu, qui ont cette approche, comme vous dites, de comédie humaine. Est-ce que c'est fréquent dans la fiction que le travail soit abordé, dans la fiction littéraire, j'entends? Il est fréquemment abordé. Alors après, j'ai pas fait des statistiques, mais vous prenez Zola, Germinal, on nous parle du travail minier. Vous prenez les Rougon-Macquart, c'est le cas. Vous allez trouver beaucoup d'ouvrages dans lesquels on aura un personnage qui aura un travail. Alors ce sera peut-être pas l'élément central de l'ouvrage, mais ça contribuera au paysage dans lequel l'ouvrage va se déployer. On va changer complètement d'univers. Ouais. On va passer à Bilbo le Hobbit, qui propose une lecture assez inattendue finalement du leadership, qui est fondée sur le doute, la vulnérabilité, mais aussi une prise de risque, mais mesurée. Qu'est-ce que cette figure de héros, donc qu'est-ce que Bilbo, malgré lui, peut-être un peu, dit de notre manière de penser la responsabilité et d'accepter l'incertitude dans les organisations? Je crois que ce qui est intéressant avec le personnage de Bilbo, c'est qu'il est un peu à rebours des idées préconçues qu'on a du leadership. Alors le leadership, c'est un mot valise, on l'a un peu à toutes les sauces. On a le leadership servant, on a le leadership éthique. Mais en fait, l'image première qui nous vient quand on a cette figure du leader, c'est quelqu'un qui est charismatique, quelqu'un qui guide finalement vers une voie, dans un chemin, et qui finalement ne fait pas forcément d'erreur. Et ce qui est intéressant dans le personnage de Bilbo, c'est qu'il a des doutes, il y a des zones d'incertitude, il y a des erreurs, il y a une forme de vulnérabilité qui s'exprime chez lui. Et je crois qu'à travers ça, on a l'idée que la vulnérabilité, l'incertitude, le doute, eh bien, ça fait partie de ce que ça peut être qu'un bon leader. C'est de pouvoir prendre en compte ces différents éléments et de refaçonner finalement la définition de ce que peut être la responsabilité, avec les doutes, avec la vulnérabilité. On rechange encore une fois d'univers et c'est ce qui est merveilleux avec la fiction. On va parler de Kafka, Oui. qui apparaît comme un auteur incontournable quand il s'agit de parler de l'absurdité organisationnelle. On peut penser au procès, mais aussi à beaucoup de ses ouvrages. Alors, Kafka, il est incontournable au point d'être mobilisé dans plusieurs contributions. Tout à fait. Dans l'ouvrage, il faut le souligner. Pourquoi est-ce que les récits de Kafka, si on garde cette perspective travail, pourquoi ces ouvrages continuent de nous parler? Alors, Kafka, il est mobilisé donc, dans le tome 1 par Mohamed Bayad et puis dans le tome 2 par Lorena Bezerra Matos de Souza. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, Mohamed Bayad, il va nous parler de la violence organisationnelle. Il va montrer comment Weber décrit cette cage de fer de la bureaucratie et de la violence organisationnelle et comment Kafka va en montrer l'intérieur, va en montrer les dimensions peut-être moins visibles, présentes tout en étant absentes, tout un tas d'éléments qui sont difficiles à saisir parce qu'ils sont subtils, parce qu'ils se nichent dans un certain nombre, je dirais, de recoins organisationnels. Et c'est ça qui est aussi intéressant chez Kafka. Lorena nous parle vraiment de la question de l'absurdité, la perte de sens au travail. C'est finalement pas uniquement de dire il y a tel phénomène, mais comment les acteurs vivent ces phénomènes. Et je crois que c'est pour ça aussi que ça nous parle. On est dans des sociétés où
on perd le sens, l'absurde est un petit peu omniprésent, et c'est peut-être pour ça aussi que Kafka résonne autant aujourd'hui. On a reçu dans un précédent épisode Claire Edegamasu, qui nous a parlé donc de la littérature à travers du management à travers les séries télé. Elle mobilise dans cet ouvrage la figure de Voldemort, donc le méchant suprême dans Harry Potter, pour illustrer l'effet d'ancrage-ajustement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ce qu'est cet effet d'ancrage-ajustement et ensuite en quoi il est présent dans Harry Potter? Ok. Alors Claire utilise cet effet, en particulier dans, je dirais, pas la dernière scène, mais en tout cas une scène très importante pour ceux qui ont lu la saga. Je vais essayer de ne pas non plus divulguer trop pour ceux qui ne connaîtraient pas. Mais l'idée, c'est que l'effet le biais d'ancrage, c'est, voilà, vous avez une première perception de ce qu'est une situation. Et cette première perception, cette ancre, va influencer la manière dont vous allez prendre vos décisions par la suite, la manière dont vous allez analyser d'autres artefacts par la suite. Et ce qui se passe, c'est que théoriquement, on devrait s'ajuster. On devrait s'ajuster en fonction des nouvelles informations qui se présentent à nous. Et avec ce biais d'ancrage-ajustement, on ne s'ajuste pas suffisamment. Donc c'est ce qu'elle nous décrit extrêmement bien. Elle nous explique que donc Voldemort reste ancré sur la première analyse qu'il a de la situation en lien avec la prophétie. Je suis désolée, je dévoile forcément des éléments. Mais en fait, à mesure que Harry va lui expliquer d'autres éléments qui seraient à prendre en compte dans le processus de décision et avec une issue quand même importante, parce que c'est littéralement la vie ou la mort, eh bien, Voldemort, lui, reste ancré sur ce qu'il pense qui est la bonne perception et ne revisite pas sa vision des choses et sa prise de décision en fonction de ce que Harry lui partage. Et je crois que ça, c'est bien illustré, évidemment, dans la saga et dans cette scène en particulier, mais c'est évidemment des phénomènes qu'on retrouve dans la vie managériale de tous les jours, dans le monde du travail de tous les jours. On parle régulièrement des biais, par exemple, en recrutement, mais pas uniquement. Dans tout ce qui est prise de décision, ça peut rentrer en ligne de considération. Vous avez aussi une lecture de la RSE, vous, en tant que collectif, à travers Astérix. Absolument. Qui est presque aussi inattendu que Bilbo, le manager vulnérable. Qu'est-ce que cette approche, elle révèle des injonctions paradoxales qui sont faites aux organisations entre exigence et vertu d'une part et rapport de force économique de l'autre? C'est tout à fait intéressant. Donc sur cette contribution sur Astérix, Bénédicte Berthe utilise un certain nombre de BD d'Astérix pour justement illustrer les différents principes de la RSE. Les éléments de gouvernance, les éléments, par exemple, de consommation responsable ou durable, les circuits courts, etc. Et ce qu'elle nous montre, c'est aussi toute cette tension qu'il y a entre ce que devrait être la RSE, ce qu'elle est réellement, ce décalage entre les grandes phrases, les grands dialogues et les éléments très concrets qu'il y a derrière. On a du greenwashing avant l'heure avec Astérix et aussi des questionnements éthiques derrière tout ça. Je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle conclut là-dessus, c'est de montrer que chez Astérix et dans ce village gaulois, il n'y a finalement pas forcément tous ces problèmes de débat qu'on a au sein de la RSE parce qu'ils ont ces valeurs communes partagées. Alors soit il y a des chamailleries, soit il y a des péripéties, mais il y a quand même un socle commun dans la manière dont eux, en tout cas, s'approprient cette vision éthique. On a parlé d'Astérix, d'Harry Potter, mais il y a aussi Gaston Lagaffe et Naruto qui sont évoqués dans le livre. Pourquoi est-ce que finalement le management est-il aussi présent dans la littérature jeunesse? Est-ce que là aussi c'est malgré lui? Alors, je crois que ce qui est intéressant dans la littérature jeunesse, c'est qu'on a des microcosmes sociaux qui sont présents, des mini-sociétés. On a le village d'Astérix, on a l'école d'Harry, on a l'équipe autour de laquelle gravite Gaston. Et derrière ces cadres, qui peuvent évidemment être interprétés comme des cadres organisationnels et des cadres du travail, on a aussi des grands thèmes qui émaillent le monde du travail.
On a la coopération, la solidarité, on a la créativité. Alors Gaston, évidemment, lui, c'est plus la destruction créatrice, c'est plutôt la création destructrice, mais ça, Fabien Deguezer et François Duhamel l'expliqueront bien mieux que moi. Et je crois que tout ça, ça résonne en fait. On a aussi dans cette littérature de jeunesse des éléments de quête identitaire, de qui suis-je dans l'environnement qui est autour de moi, qui suis-je dans l'interaction avec les autres. Et tout ça, ce sont des questions qui sont évidemment au cœur du travail, au cœur des organisations, au cœur du management. Alors, cet aspect microcosme, presque huis clos, hein, si on s'intéresse à Harry Potter, je dis presque parce qu'il y a les dernières séries qui sortent un peu de ce cadre de l'école, est-ce que finalement, ce n'est pas une des limites de la fiction de ne pouvoir représenter qu'une partie de la complexité d'une société, ce que la science-fiction essaye un petit peu de dépasser avec des sociétés qu'on suit sur des longues périodes de temps. Je pense par exemple à Asimov, mais aussi à Dune, dont on a pu voir une adaptation au cinéma. Est-ce que c'est pas là une des limites de la fiction et qui pourrait être abordée dans le cadre de sa représentation du monde du travail? Oui, dans un sens, c'est une limite parce qu'elle ne peut pas tout embrasser, en quelque sorte. D'un autre côté, ça permet d'aller en profondeur dans un monde. Forcément, soit vous avez un monde qui est déployé longitudinalement et très en détail, et dans ce cas-là, ça devient très long à lire et à s'approprier, et il y a un risque de décrochage finalement du lectorat. Soit vous avez quelque chose d'un peu plus compact, d'un peu plus condensé, et dans lequel eh bien, le lectorat va pouvoir approfondir une facette, une thématique. Donc c'est à la fois une limite et je dirais peut-être une opportunité créative et d'exploration. Dominique Massonnier relie Tartuffe à la lumière du management contemporain en montrant comment l'hypocrisie, les faux semblants, les postures qu'on peut prendre peuvent s'installer au cœur des collectifs. Pourquoi est-ce que cette figure classique de l'anti-management, elle résonne encore autant aujourd'hui? Je crois que donc Dominique Massonnier nous parle du système Tartuffe, de tout ce jeu des postures, de l'hypocrisie, de l'être et du paraître. Un élément qui ressort dans la vie organisationnelle au quotidien, c'est justement ça, cette injonction de l'être et du paraître. Est-ce que je suis authentique au travail? Est-ce que je suis moi? Est-ce que je peux être moi? Comment suis-je moi au travail? Et je crois que ça résonne énormément avec justement cette tension de l'être et du paraître. Pour faire un lien avec une autre contribution qui est dans le tome 2, qui est de Aurélie Dudésert et Florence Laval. Là, on est sur une écriture où on nous parle d'une digital workeuse. Et justement, c'est ça, c'est ce monde de l'être et du paraître, de tout est bien, tout pourrait coller à des cadres de RSE. Mais si on va plus loin, si on essaye d'ouvrir le rideau derrière où il y a les coulisses, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça dévoile? Il y a beaucoup de chapitres dans les deux tomes qui explorent la souffrance, le malaise, l'absurde. Mais il y a aussi certaines œuvres qui sont évoquées qui portent des représentations un peu plus positives du travail, où on peut voir de l'entraide, de la créativité, de la solidarité aussi. Quels sont les textes qui vous semblent offrir une vision plus optimiste du monde du travail et de nos manières de travailler en général, si jamais notre audience veut un peu se remonter le moral? Oui, alors c'est vrai qu'un certain nombre de textes sont un peu plus sombres, on va dire, dans l'angle qui est pris, mais d'autres évoquent justement cette solidarité, cette entraide. Je pense en particulier à un chapitre autour des récits de la mer, donc par Marc Dumas, Séverine Dieuze et puis Olivier Malafronte, où justement il y a cette idée d'entraide, de coopération. Un autre exemple, on en parlait tout à l'heure, c'est Astérix. Donc le chapitre de Bénédicte Berthe, parce qu'on est sur des valeurs communes de partage, d'entraide, de solidarité. Dans une certaine mesure, on pourrait aussi envisager le chapitre de Michel Dion, puisqu'il nous parle du cheminement d'auto-transcendance vers un leadership éthique. Donc c'est aussi peut-être redéfinir d'autres modalités de travailler ensemble, plus éthiques, et ça passe aussi par un leadership qui s'y prête. Et puis, je dirais que dans un autre registre, il y a aussi des textes qui nous invitent à nous intéresser à des populations auxquelles on pense peut-être moins ou qu'on a tendance à oublier. On a notamment une contribution de Pedro Gonzalo sur la fable des experts. Donc, c'est aussi ça, la population des experts, quelle est-elle, etc.
Il y a une autre contribution aussi sur le handicap, visible, invisible, dans les organisations, dans la cité. Si aujourd'hui, un manager souhaite utiliser la littérature dans l'intérêt de son équipe, comment est-ce qu'il peut s'y prendre? Alors, je pense que tout dépend de la manière dont on définit les choses. C'est-à-dire que l'intérêt de son équipe, ça passe déjà par peut-être le cheminement que lui-même aura fait. Donc, sur cette dimension-là, la littérature nous ouvre à une diversité de mondes, d'univers, facilite l'introspection, l'ouverture à l'altérité et peut permettre à ce manager peut-être de déployer d'autres manières de faire. Ensuite, dans le lien à l'équipe, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, il y a le fait que parfois, il y a des sujets difficiles à aborder en équipe et de pouvoir avoir ce relais de la littérature pour en parler de façon détournée, en faisant ce décalage, ce pas de côté, peut permettre justement de dénouer des situations de travail qui sont peut-être un peu complexes. Une autre possibilité peut aussi être de se dire, plutôt que d'utiliser une œuvre littéraire, que ce soit un essai, une BD, un manga ou autre, pourquoi pas se prêter à l'exercice de l'écriture littéraire nous-mêmes en décrivant des situations de travail, en étant sur un récit du travail, d'interaction, de situations très précises et de discuter de cela ensemble. L'idée, dans ce cas-là, c'est d'envisager l'écriture ou l'exercice littéraire, on va dire, ou narratif, comme un laboratoire d'expérimentation qui est non menaçant, puisqu'on a fait ce pas de côté. On a d'ailleurs une contribution de Dame Jump dans le tome 2 qui nous parle justement de ce travail d'élaboration narrative autour d'une question autour du climat. Quels sont les retours que vous avez eus sur cet ouvrage, que ce soit de la part d'acteurs du monde du travail qui y sont déjà insérés, des étudiants, ou alors d'un public, entre guillemets, plus civil, qui est là un peu par hasard? Mais je pense que l'ouvrage résonne. En fait, je disais tout à l'heure, on a des discours managériaux qui sont très lissés. On est ancré dans nos process, on est ancré dans nos routines. Et de pouvoir justement re-questionner pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui, comment je fais ce que je fais, est-ce que cette modalité de fonctionnement fait sens? Eh bien, voilà, ça fait partie des questions qui se posent de plus en plus. On parlait de perte de sens, de quiet quitting. Tout ça, ça fait qu'on cherche d'autres modalités finalement de répondre à ces défaillances de notre quotidien. Et la littérature peut ouvrir justement certaines voies. Alors, combien de temps une actualité du monde du travail peut mettre à imprégner des œuvres littéraires? Voilà, ces dernières années, on a vu se multiplier la science-fiction environnementale. Là, on parle beaucoup de sens au travail ou de cette non-volonté plutôt de manager. Les gens ne veulent plus manager aujourd'hui, en tout cas pour la plupart. Combien de temps ça prend à se ressentir dans la littérature? Tout dépend de quelle littérature on envisage. Parce que forcément, si on a des textes un peu plus anciens, ils vont rendre compte d'une époque, ils vont avoir cet ancrage socio-culturel d'une époque donnée, mais qui parfois entre en résonance très forte avec les questionnements actuels. Donc, je ne sais pas si c'est toujours le fait que le sujet d'actualité va ensuite être mis en mots, ou est-ce que c'est parfois le fait que cette actualité va résonner avec des textes qui ont déjà été mis en mots par le passé? Il y a sans doute un petit peu des deux. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de récits du travail qui émergent ces dernières années, notamment dans le secteur de la santé. On voit pas mal de textes. Je pense Erwan Fleischer, par exemple, a écrit le journal d'un chirurgien du cœur. Vous avez plusieurs ouvrages de ce type. Jean-Michel Frixon, qui fait l'objet d'un chapitre par Jocelyne Barrault et Grégoire Bouville aussi, nous parle de son travail, son expérience d'ouvrier. Et je crois que d'avoir ces éléments de travail qui progressivement imbibent les conversations dans la société, c'est quelque chose qui peut nous faire avancer collectivement. Alors, quelles sont, vous, les fictions qui vous ont le plus marqué sur ce sujet du management et du travail? Je crois que, alors, c'est un des auteurs, moi, qui me parle beaucoup, c'est Marcel Proust. Et dans Le Temps retrouvé, il nous parle du travail de l'écrivain, qui est finalement de faire sens de tout ce qu'il a vécu. Que la mise en mots lui permet de comprendre ce qui s'est passé, qui il est.
c'est un petit peu comme placer un négatif contre la lumière, et c'est là que les choses se dévoilent et se comprennent. Donc sans forcément être une description d'un travail de manager, je crois que ce type de texte nous ouvre à la réflexivité qui doit vraiment être centrale au travail du manager. On l'a vu jusqu'à maintenant, l'usage de la fiction pour penser le travail est stimulant. Est-ce que là aussi, il n'y a pas des limites dans l'emploi qu'on peut faire de la littérature dans cette optique de s'adapter du point de vue organisationnel? Oui, absolument. Alors, je pense qu'il y a des limites, on va dire, alors je ne sais pas si mineures est le bon terme, mais en tout cas des limites relativement gérables, notamment l'anachronisme ou bien le fait de trop s'identifier à un personnage et d'en oublier qu'en fait, il s'agit d'une œuvre de fiction. Mais à côté de ça, je crois que la plus grande limite, c'est de vouloir faire dire à un texte qu'il n'a jamais dit, et du coup de vouloir peut-être décaler le sens initial, l'instrumentation ou l'instrumentalisation qu'on va vouloir en faire, se dire finalement la littérature c'est un livre, c'est un outil, je l'applique, et je crois que ça on va à l'encontre de ce que devrait être l'utilisation de la littérature en lien avec le travail et le management. Et puis c'est aussi la réduction, la simplification à l'extrême de certains éléments qui ont pu être décrits en se disant finalement ce livre traite de ça. Oui, mais peut-être qu'il traite du paradoxe de tel sujet, mais peut-être qu'il ne traite pas que de ça, et on risque de perdre toute l'épaisseur, la densité de l'ouvrage qui fait justement qu'elle nous ouvre de nouvelles perspectives. Rebecca, est-ce que vous pouvez nous conseiller 3 ouvrages pour prolonger la réflexion? Pour faire le lien avec les récits du travail dont je parlais tout à l'heure, je pense à l'ouvrage de Studs Terkel, Working. Donc c'est sur l'histoire orale des travailleurs américains dans les années 60-70. Ça va du fossoyeur à l'accordeur de piano au comédien, au comptable. Donc c'est vraiment envisager le travail dans toute sa diversité. Le deuxième ouvrage qui me vient, c'est justement celui de Jean-Michel Frixon, Michelin matricule F 276710. Et là, ce que je trouve intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'on a un travailleur qui a été dans l'usine ouvrier pendant 43 ans, qui devient un auteur. Et au-delà de devenir un auteur, il inspire les managers actuels et à venir sur finalement qu'est-ce que le travail nous fait, et qu'est-ce qu'un bon manager est. Et donc le troisième ouvrage, vous parlez tout à l'heure de fiction, science-fiction. C'est un ouvrage qui s'appelle Nomade de Lucien Lamy, publié à Forgotten Dreams en 2025, et qui est une vision utopique, dystopique du réel, et qui implique aussi la question de la place du travail dans nos sociétés. Devons-nous travailler? Pouvons-nous ne pas travailler? Bon, en tout cas, nous, notre travail s'achève maintenant, Rebecca. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Littérature, management et travail, c'est disponible chez L'Harmattan en 2 tomes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Période d'essai.